Hannah Arendt, Eichmann a tué, je crois, je ne suis pas sûr du chiffre, mais je crois que c'est 800 000 personnes. Et il les a tués avec un stylo. Il signait, et hop, les gens étaient déportés, ils mouraient. Voilà. Et avec un stylo, ce petit fonctionnaire a rempli les papiers, et puis il a signé. Et puis 800 000 personnes sont mortes, tuées, par une signature, qui déclenchait tout un processus administratif, un processus de train, un processus de gaz, enfin la technologie suivait. Une fois que la signature était faite, on a vu une doxa administrative qui déclenchait un processus, et un homme a tué sans aucune culpabilité, au contraire même, il était fier de bien faire son travail. Et si vous lisez un peu l'anglais, je crois que ça vient d'être traduit en français, il y avait Léon Boldenson, qui est un psychiatre américain, qui a fait l'expertise psychiatrique des inculpés de Nuremberg. Aucun n'était malade mental, certains étaient au contraire cultivés, même parfois très cultivés, et mais ils se sont soumis pour accéder au pouvoir parce que l'Allemagne avait été malheureuse à cause de la désorganisation du traité de Versailles. Donc ils se sont soumis pour se défendre. Et si vous lisez, vous trouverez le témoignage de Rudolf Höss, pas S, hein, Rudolf Höss, le directeur du camp d'Auschwitz. Il écrit je m'entendais bien avec ma femme, j'avais 3 ou 4 enfants, il y a une photo de sa maison à l'entrée du camp d'Auschwitz, nous étions très heureux. Mais, ajoute-t-il, j'avais un métier bien difficile, il fallait que tous les jours je fasse partir en fumée 10 000 personnes. 10 000 personnes par jour, tellement c'était bien organisé techniquement. Alors, donc, voilà le résultat de cette confortable servitude. Hannah Arendt dit, alors Eichmann ayant tué des centaines de milliers de personnes, le raisonnement cartésien, une cause provoque un effet, hein, l'analyse cartésienne, c'était, puisqu'il a commis un immense crime, un crime monstrueux, c'est sûrement que c'est un monstre. Eh bien, pas du tout. Il a commis un immense crime, et c'est un petit monsieur, tout petit, qui fait son boulot de fonctionnaire, qui a rempli ses papiers, qui n'a pas touché un fusil et qui a tué 800 000 personnes. Donc, et elle écrit, Eichmann, je suis étonné par il n'y a pas d'envergure, il prend des notes, il n'a pas fait d'études, il est rentré très jeune dans la SS où il a grimpé, et il dit, et Eichmann, j'ai retrouvé dans le compte-rendu de Gwengelson, il dit, le juge lui dit, mais quand je vous pose une question, répondez-moi comme une personne. Et Eichmann lui répond, je ne peux répondre qu'en termes administratifs, c'est mon seul langage. Il n'a pas été habitué à réfléchir, à douter, à remettre en question. Il a appris quelques règles administratives, il les applique. Soumis, parce que on lui demande d'exécuter son rêve, détruire les Juifs. Et il a une arme, le stylo. Et quand Hannah Arendt dit, mieux que moi, ce que je viens de vous proposer, elle perd tous ses amis, et même ses proches, l'agresse, parfois même très violemment. Et puis elle dit aussi un truc, c'est que dans les ghettos, elle dit, dans le ghetto de Varsovie, une partie de la police nazie était faite, il y avait des juifs qui participaient à la police nazie. Or, la pensée paresseuse, c'est, il y a les méchants, les nazis, les gentils, les juifs. Et bien, c'est pas si simple que ça. Parmi les nazis, il y avait des gens très cultivés, et parmi les juifs, il y avait eu des gens qui ont participé, il y a eu une Gestapo juive, il y a eu une police juive dans les ghettos. Et elle est haïe pour avoir dit ça. Donc, mais ça veut dire qu'elle n'avait pas la pensée binaire. C'est pas le bien ou le mal. C'est pas si simple que ça. Comme je vous l'ai proposé, ces hommes qui ont commis des crimes immenses avaient l'outil intellectuel de ne pas le commettre. Ils ont commis des crimes. Et quand j'étais au lycée, j'avais un professeur, peut-être que certains parmi vous se rappellent Roger Garaudy.
C'était un homme adorable. Il était gentil comme tout. Il nous parlait gentiment, on ne comprenait rien. Hein, on était en classe de philo, hein, on ne comprenait rien. Et très gentiment, il recommençait, il nous expliquait. Et puis surtout, j'étais au lycée Jacques Decour, qui était un lycée très bien placé entre Pigalle et Barbès. C'est-à-dire, là, on avait une éducation sexuelle sans poésie. Mais, et il y avait Garaudy. Et à côté, il y avait un cinéma qui projetait des films soviétiques. Et comme Garaudy était communiste militant, il emmenait certains de ses élèves au cinéma. Nous, on était impressionnés, un professeur qui nous emmenait au cinéma, on était impressionnés. Et il nous expliquait, à un moment, je me rappelle, on voit un couple de jeunes gens, ils veulent se marier. Et puis alors apparaît une image de réalisme socialiste, c'est-à-dire un tracteur rouge sur coucher de soleil orange, et puis on voit apparaître le camarade Staline en blanc, et le couple de jeunes gens dit « Camarade, on veut se marier », et Staline répond « Écoutez mes enfants, attendez la fin du plan quinquennal ». Alors, nous, on avait 17 ans, on était au bac, hein, et on disait, mais monsieur, il était gentil, on l'aimait, on l'admirait. Et on lui disait, mais écoutez, monsieur, est-ce que vraiment ça se passe comme ça? Et il nous expliquait, oui, Staline, le communisme, la nouvelle société sera comme ça, c'est déjà comme ça, en Russie, en URSS, pardon, c'est déjà comme ça en URSS, et ça sera comme ça. Et il nous expliquait la société est tellement bien organisée que les vaches soviétiques produisent plus de lait que les vaches capitalistes. Je vous promets, je vous promets. Donc, il était soumis. Il était soumis à une utopie qui était généreuse. L'utopie communiste était généreuse. Je parle de l'utopie. Sur le terrain, c'était autre chose. Mais alors que l'utopie nazie, le crime était écrit. Donc c'est un homme intelligent qui nous racontait des trucs comme ça, et nous, gamins de 17 ans, on se disait, est-ce que vraiment les vaches socialisent? Alors comment cet homme-là a-t-il pu se soumettre à une idée absurde? Il avait un désir de croyance tellement important, parce que ça lui apportait un bénéfice, qu'il se soumettait à un truc idiot comme une merveille de l'esprit communiste. Alors je vais terminer là-dessus, avant les questions et l'échange avec vous, c'est que c'est constamment comme ça. Et peut-être même pour nous, tout à l'heure je disais, j'ai dû apprendre, pour devenir spécialiste, j'ai dû apprendre la théorie hérédo-dégénérescence de Morel, qui était une théorie nazie. On nous apprenait ça à Marseille. Voilà. Même pour maintenant, c'était en 68, 69. Donc, ça veut dire qu'il y a 50 ans, vous apprenez ça. Donc, je pense que personne dans cette salle, votre serviteur y compris, on doit affronter ça. Est-ce que vraiment c'est comme on nous dit? Si on veut avoir des amis, on dit oui, et on se retrouve côte à côte, c'est délicieux, on chante, on se campe, on est copains, on est en sécurité. Si on dit, eh ben, ça m'embête, on prend un risque, le risque de se retrouver seul. Alors qu'est-ce qu'on fait? Liberté intérieure ou confortable servitude, c'est le thème du livre. Mais si vous voulez maintenant, on échange un petit peu, parce que si vous ne m'empêchez pas de parler, je peux continuer à parler. Vous avez travaillé sur les 1000 jours. Est-ce que dans ce cadre-là, par exemple, dès les PMI pour les femmes enceintes, vous pensez qu'on peut favoriser ce que vous nous dites, c'est-à-dire le recul constructif dès les 1000 jours?
Merci pour cette question, parce que c'est exactement ce qu'on espère. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur les 1000 premiers jours, c'est-à-dire 300 jours schématiquement dans le ventre des femmes, où on sait déjà que la communication commence, que le cerveau du bébé se forme, et qu'on est la seule culture à faire naître le psychisme le jour de la naissance. J'ai été invité au Japon, les Asiatiques, le jour de la naissance, fêtent le premier anniversaire. Et c'est bien vu parce que le gars, il a déjà 300 jours dans les jambes. Hein. Donc, c'est plutôt bien vu. Mais on sait, les premiers travaux ont démarré aux Zambier, près de Toulon, où j'avais réuni des chercheurs 80, des chercheurs internationaux qui étaient donc en chantier quelques années avant, et on avait fait le premier congrès sur ce qui se passe à ce moment-là. Maintenant, il y a des milliers de publications qui montrent que lorsque la femme enceinte est sécurisée, elle devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Donc, conclusion humaine et politique, il est très important de prendre des décisions familiales et sociales qui permettent aux femmes enceintes de faire leur boulot sans stress. Voilà. Parce que si elles sont stressées, les substances du stress passent, comme je l'ai dit tout à l'heure, passent dans le liquide amniotique et le bébé arrive au monde avec une aptitude à l'angoisse. Ça ne veut pas dire qu'il va être anxieux, mais ça veut dire qu'il a acquis une aptitude à l'angoisse. Donc on peut, si on sécurise après la naissance ou pendant la grossesse, si on sécurise la femme enceinte par son mari, sa famille, son quartier, ses copains, sa culture, elle va être sécurisée et le bébé aura autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. A l'inverse, si la femme enceinte est insécurisée, le bébé va avaler des substances du stress et il va arriver au monde avec un handicap cognitif, une aptitude à l'angoisse. Mais c'est résiliable, c'est-à-dire que hier, à l'hôpital San Salvador, on avait fait des électroencéphalogrammes, puisque je dirige un laboratoire de pendant 20 ans, et Marseille a été le temple de l'électroencéphalographie en France. Et on voit que dès que la mère est sécurisée, le bébé recommence sa reconstruction cérébrale. Donc il n'y a rien à faire pour le bébé, il suffit de sécuriser la mère et le bébé se débrouillera. Quand on faisait des électroencéphalogrammes, on voyait des altérations chez l'électroencéphalogramme. Dès que la mère était sécurisée, ces altérations, le sommeil du bébé redevenait normal en 24-48 heures. Donc ça veut dire que la plasticité cérébrale est tellement grande que ce n'est même pas la peine de s'occuper du bébé. Il se débrouillera. Faisons des lois, des règles familiales, des lois sociales qui permettront aux femmes enceintes de faire leur boulot. Et à ce moment-là, elles mettront au monde 70% de bébés qui, à l'âge de 10 mois, manifesteront un attachement sécure qu'on sait observer, qu'on sait manipuler. On fait des populations, on fait des validations statistiques. Ce n'est pas des mathématiques très rigoureuses, mais c'est des ordres de grandeur, quoi. C'est des mathématiques adverbiales, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ça donne c'est pas des vraies mathématiques, mais c'est pas n'importe quoi. Ça donne des ordres de grandeur. Donc on sait ce qu'il faut faire. Pour l'instant, j'allais dire l'ancien gouvernement, ben oui, l'ancien gouvernement, le Sénat, a voté le congé paternité, mais il a donné la moitié de ce qu'on demandait, parce qu'on a l'exemple des pays d'Europe du Nord. Donc dans les pays d'Europe du Nord, où ils ont appliqué ces préceptes, ils ont fait le bilan, et il y avait Tove Mokstad, qui était une ministre de l'éducation en Norvège, qui a assisté à toutes nos réunions. Elle venait à toutes nos réunions. Et elle nous apportait leur expérience. En 10 ans après, les bébés sécures ont augmenté, l'illettrisme a pratiquement disparu, alors que nous, on est à 12-15% selon les quartiers. Il y a des quartiers où il y a beaucoup d'illettrisme et d'autres où il y en a moins.
Et surtout, cette vulnérabilité acquise pendant la grossesse, si au moment de l'adolescence, où il y a forcément une mise en jeu, l'adolescent, ben, il y a le désir sexuel, il y a le risque de quitter sa famille, c'est un moment de stress pour les adolescents. Si il y a une structure sociale qui les accueille, il y aura du stress et il y aura la fierté d'avoir surmonté ce stress. Mais s'ils ont acquis une vulnérabilité dans l'utérus ou au cours des premiers mois de la vie, la deuxième niche sensorielle après la naissance, ces adolescents arrivant à l'adolescence, ces enfants vulnérabilisés arrivant à l'adolescence ou dans un contexte en guerre, vont fournir le pic des suicides. C'est-à-dire que les Finlandais ont fait pratiquement, ont diminué de 40% les suicides en 10 ans. Et de plus, en ralentissant le développement des enfants à l'école, à l'université, en ralentissant le développement des enfants, à 15 ans, aux évaluations PISA, ils sont médailles d'or. Parce qu'en ralentissant le développement des enfants, ils leur donnent confiance en eux, au lieu de les faire sprinter. Quand j'étais au Japon, les Japonais m'expliquaient que l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance dans les pays asiatiques. Alors ils obtiennent des résultats scolaires impressionnants, à un prix humain exorbitant. Alors là, il y a une injustice biologique, c'est que les filles ont une avance de développement neuropsychologique. À 12 ans, les filles ont une avance de 2 ans, ce qui est énorme, parce que quand on voit la différence de résultats scolaires entre un enfant qui naît en janvier et un enfant qui naît en décembre, ils sont dans la même classe, et à 10 mois de différence, il y a des résultats scolaires sacrément différents. Donc on voit que les filles à 12 ans, elles ont 2 ans d'avance. Ça reste entre nous, ça ne sort pas de la salle. Hein. Donc ça veut dire aussi qu'à 16 ans, au moment du choix, les filles sont des jeunes femmes en place qui savent organiser leur journée, qui savent là je suis bonne, je vais y aller, là je suis pas bonne, je ne vais pas y aller. Enfin, elles savent décider, elles savent juger. Elles ont acquis un degré de liberté intérieure. Alors que les garçons à 16-18 ans ne s'intéressent qu'aux choses importantes, c'est-à-dire le football et la drogue. Donc, alors pour l'instant, les femmes sont contentes parce qu'elles s'épanouissent, bien sûr, mais ça va poser un problème anthropologique qu'on voit déjà au Japon. C'est que les garçons décrochent, démissionnent de plus en plus. C'est que quand les femmes se libèrent par le travail, ça libère les hommes du travail. On va se donner rendez-vous dans 50 ans et vous allez voir. Parlé récemment de délire logique. Mais monsieur a parlé et quelqu'un qui a la voix claire reformulera. Vous avez parlé récemment du délire logique. À propos de Poutine. Délire logique. Est-ce que vous pouvez développer? Vous voulez que je vous parle de Raspoutine? Ah, Poutine seulement. D'accord. Alors, je ne le connais pas personnellement. J'ai la chance de ne pas le connaître personnellement. Mais j'ai rencontré Fédérovski, qui est un homme adorable, et c'est lui qui m'a dit qu'à Kiev, mon nom est c'est le Dupont de Kiev. Hein. Je ne savais pas. Je croyais que c'était un nom russe. Et c'est pour ça que je raconte souvent que je vais à Cracovie, où j'ai été invité par l'université de Cracovie. La vieille Pologne est une merveille, des bâtiments très beaux, comme toute la Little Europa. Et je vois partout, je vois des chèques, des panneaux en rouge, des affiches rouges et blanches, des couleurs polonaises, et à l'intérieur je vois écrit Cyrulnik, Cybulski, Alors je dis aux universitaires, écoutez, c'est bien, mais ce n'est que moi, c'est un peu... Alors les universitaires me disent, mais non, Cyrulnik, Cybulski, c'est le barbier de Séville.
j'ai été cruellement déçu. Donc ça veut dire que la Russie est en difficulté, perte de grandeur. Et dans cette perte de grandeur, il y a cet homme, ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est qu'il a eu une enfance de catastrophe, très pauvre, très violente, lui-même était très violent, et il a réussi à peu près à contrôler sa violence par le judo, où il s'est lancé à fond. Il a été aux Jeux Olympiques dans l'équipe de Russie de judo, et il a appris là à valoriser la force. C'est-à-dire que c'est pour lui la force physique, la force relationnelle, la force mentale et la force sociale. Pour lui, c'est dans l'échelle des valeurs, dans l'éthos, dans l'échelle des valeurs, la négociation n'existe pas. C'est le plus fort qui impose sa loi. Et donc, comme la Russie est en difficulté économique et en difficulté d'image, c'est une magnifique culture très francophile. À l'époque de Napoléon, les Russes donnaient les ordres, les Russes qui combattaient les Français donnaient les ordres en français. Et les soldats connaissaient le français. Et ils venaient, vous avez un Menton à côté, et vous verrez, sur les tombes, il y a une ligne sur les tombes qui raconte la vie du défunt. Il y a une ligne dans la langue qu'il a parlé. Et des fois, il a parlé 7 langues. Donc c'était des gens cultivés, francophiles, avec une très belle culture de la Russie blanche, qui était très belle, mais qui écrasait la Russie pauvre. C'est-à-dire que, comme en France, hein, pour l'aristocratie française qui a racketté le peuple, je tiens ça de Georges Duby. Georges Duby qui était professeur d'histoire à Aix et qui était professeur au Collège de France, de temps en temps venait travailler avec nous à Toulon. Et je devais partir avec lui en Syrie, et il a été hospitalisé la veille du départ. Et il venait, et cet homme était d'une gentillesse, d'une culture stupéfiante, mais on avait intérêt à ne pas dire n'importe quoi.